Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le thème des zones humides au corps de la conservation, outils et actions pour les parcs zoologiques et les aquariums. Je me présente, je m'appelle Katia Lombardini du pôle Relais Lagune Méditerranéenne, qui a un dispositif au service du plaidoyer pour les zones humides littorales piloté par la Tour du Valat en Camargue. Nous sommes aussi membres du Centre de ressources sur les milieux humides. Avec ma collègue Nathalie Choquier, nous allons assurer l'animation de ce webinaire qui est co-organisé avec l'Association française des parcs zoologiques. Quelques mots de contexte, ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la campagne Wetlands for Life sur les zones humides qui a été lancée par l'Association européenne des eaux et aquariums pour 2026 et 2027. Cette campagne a permis d'ouvrir des échanges entre les parcs zoologiques, les aquariums et nous, le Centre de ressources milieux humides, autour de nouvelles synergies possibles afin de réfléchir ensemble à la manière dont nous pouvons soutenir cette démarche, contribuer aux actions envisagées et venir renforcer aussi de façon complémentaire la dynamique qui est déjà engagée. Donc, cette rencontre est dédiée aux parcs zoologiques et aquariums, mais ainsi aussi aux acteurs de la préservation et de la conservation des zones humides, avec les parcs peuvent bien évidemment collaborer. Nous avons aujourd'hui un public nombreux et diversifié. Vous êtes un peu plus de 100 à vous être inscrits et à participer. Nous en sommes ravis. L'objectif aujourd'hui est de mieux comprendre comment mettre en place des partenariats entre zoos et acteurs des milieux humides pour la réalisation d'animations, comment créer et diffuser avec notre soutien des supports de communication, de sensibilisation sur les milieux humides qui sont utilisés dans les zoos et aquariums pour le grand public, et aussi comment organiser dans la plupart des zoos et aquariums des animations pour la Journée mondiale des zones humides. Voilà, nous verrons tout ça au cours des interventions suivantes. Nous serons ensemble jusqu'à midi. Nous aurons un temps d'échange à la fin des présentations vers 11h30 où vous pourrez lever la main et nous activerons votre micro. Alors d'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit dans le module QR, questions et réponses, qui se trouve en bas à droite de votre écran. Merci de bien indiquer à côté de vos questions votre nom et structure. Nous allons les relayer à la fin des interventions. Les intervenants pourront bien évidemment aussi y répondre pendant cette rencontre. Et pour information, nous précisons que le webinaire sera enregistré et diffusé en replay prochainement sur le site du Centre de ressources et des milieux humides. Mais avant de donner la parole à notre premier intervenant, il est utile de rappeler ce qu'est une zone humide et pourquoi cette notion est au cœur de nos échanges aujourd'hui. Les zones humides ont longtemps été considérées comme des friches insalubres, marais, prairies humides, tourbières, lagunes. Au siècle dernier, plus de 50% d'entre elles ont disparu en France, bétonnées, drainées, asséchées, polluées pour les besoins de l'urbanisation, des transports, de l'agriculture. Les zones humides sont des écosystèmes extrêmement variés. Ils sont situés à la frontière entre la terre et l'eau. Elles peuvent être gorgées d'eau douce ou salée, inondées toute l'année ou seulement quelques jours par an. De nombreuses espèces animales et végétales dépendent des zones humides. Certaines vivent exclusivement dans ces milieux, d'autres y trouvent un refuge, s'y nourrissent ou s'y reproduisent. Loin d'être inutiles, elles nous rendent des services inestimables et surtout gratuits. Elles jouent le rôle d'éponge en stockant l'eau et en la restituant au milieu si besoin, ce qui est très utile en cas d'inondation ou sécheresse. Comme nos reins, elles fonctionnent comme des filtres qui permettent l'épuration de l'eau. Elles sont des véritables puits de carbone. Elles contribuent donc à lutter contre le dérèglement climatique car elles piègent dans les sols de grandes quantités de CO2. Elles nous fournissent en plus des ressources précieuses, riz, viande, poissons, bois, plantes médicinales. Elles permettent la pratique de nombreuses activités de loisirs. Sauvegarder les zones humides coûte 5 fois moins cher que de compenser tous les services qu'elles nous rendent par la construction de barrages ou de stations d'épuration.
Pourtant, elle reste aujourd'hui parmi les écosystèmes les plus menacés au monde. De nombreux acteurs sont mobilisés pour inverser cette tendance en préservant, en restaurant ces écosystèmes et les parcs zoologiques ont aussi un rôle majeur à jouer dans la préservation des zones humides en informant et en sensibilisant le public à leur importance et à leur protection. Je vais sans plus tarder laisser la parole à notre premier intervenant, Anthony Koller, directeur de l'association Défi Nature du Parc animalier de Sainte-Croix, qui va nous parler plus en détail de cette campagne sur les zones humides lancée par l'Association européenne des parcs zoologiques. Anthony, je laisse allumer le micro et partager la présentation. Merci. Voilà. Alors, normalement, vous m'entendez Très bien. et vous voyez mon écran. Alors bonjour à tous, merci de me faire l'honneur de démarrer aussi pour présenter cette campagne effectivement Wetland for Life de l'EASA. Parmi vous, il y a sûrement des gens qui connaissent pas l'Association européenne des parcs zoologiques, donc l'idée c'était de commencer par vous représenter ce qu'est l'EASA. Hein. C'est une association qui a été créée en 1992, des membres les plus progressifs finalement et bien de la profession zoologique avec vraiment 5 piliers que vous pouvez voir sur la droite, hein, l'animal care, la conservation, l'éducation, la recherche et bien sûr le développement durable de nos activités, avec une volonté qui est effectivement d'avoir en fait des zoos et aquariums progressifs qui vont travailler ensemble pour pouvoir conserver la biodiversité. Dans les actes forts de l'EASA, il y a eu la création des EEP, ce qu'on appelle les EASA ex situ programmes, qui ont une vision pour apporter un support sur la conservation in et ex situ, puisque on s'inscrit clairement dans cette mouvance du One Plan Approach défini par l'Union internationale de la conservation de la nature. Aujourd'hui, on voit bien dans les synergies qui sont en route que on a plus, ou on a de moins en moins cette frontière qui peut exister entre le in et le ex situ. On voit bien que les synergies, elles sont là, qu'elles permettent d'avancer, d'obtenir des résultats. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est dans cette logique-là aussi que le HASA fonctionne. L'objectif, en tout cas, au sein de l'association, c'est de pouvoir avoir en fait un centre d'excellence pour la coordination de tout ce qui est action de conservation, de la recherche, de l'éducation et de la gestion des soins animaliers. Et pour donner un ordre d'idée, le HASA, c'est un peu plus de 400 membres dans 47 pays de l'Europe et un peu plus large. Euh, Fort de de ce nombre, le HASA s'est rendu compte aussi que il y avait un intérêt à essayer de mutualiser l'engagement de l'ensemble de ses membres pour renforcer l'impact en fait à travers des campagnes dédiées, incitant les structures qui souhaitent porter ces projets en fait à déposer des thèmes qui vont devenir prioritaires sur plusieurs années, d'inciter les participants à participer en recevant un kit, des kits de communication, des ressources pédagogiques, mais aussi des idées de projets de financement. Et cette mutualisation des engagements des différents membres permet finalement de démultiplier l'impact que peut y avoir en fait grâce à ces campagnes. Et c'est en ça que avoir une campagne en fait autour des zones humides vient renforcer en tout cas le travail qui est en cours de la part de toute une série d'acteurs qui vont pouvoir mettre en avant leurs actions et qui vont pouvoir stimuler en fait à travers du coportage de projets et des cofinancements en fait d'autres projets. Alors, pourquoi Wetland for Life? De façon très simple, comme vous tous, hein, on utilise régulièrement la red list de l'Union internationale de la conservation de la nature. Si jamais on fait une petite recherche rapide, on se rend compte qu'on a plus de 8000 espèces qui sont infédées aux zones humides qui sont menacées. Et donc, à partir de là, vous l'avez très bien dit juste avant, on est sur un territoire qui est à la frontière finalement entre le côté eau et le côté terrestre. Et donc, on a un milieu qui est extrêmement important, un milieu sur lequel on a énormément d'espèces qui sont menacées. Et donc, il était naturel de pouvoir en fait venir travailler sur ces espèces-là. Alors, comment fonctionne cette campagne? Donc, elle se divise sur 2 ans, hein, sur 2026-2027. L'objectif, il est vraiment de mobiliser l'expertise, l'expérience, le réseau et la passion de la communauté EASA. Et d'ailleurs, pour collecter des fonds, sensibiliser, responsabiliser, inspirer aux actions en faveur de la protection, de la restauration, de la création des zones humides et de toute leur biodiversité. Ça veut dire que globalement, l'objectif, il va être de continuer à collecter des fonds pour soutenir des projets, continuer et renforcer les actions de sensibilisation du public à l'importance de ces zones humides, à leur complexité et à la complexité de leur protection. Encourager, améliorer l'utilisation de la gestion de l'eau, hein, réduire les produits chimiques nocifs, accroître les superficies des zones humides sur les sites, les sites des parcs notamment, et favoriser l'utilisation de solutions fondées sur la nature au sein des institutions membres de l'EASA.
L'objectif, c'est de pouvoir impliquer les communautés locales dans la conservation des zones humides et dans le suivi de leur biodiversité grâce à des expériences pratiques, comment on va pouvoir partager ça, comment on va faire découvrir ça à nos visiteurs, et encourager les membres de l'EASA à nouer des partenariats durables avec les jardins botaniques, les instituts de recherche, les ONG pour la conservation des zones humides. Donc on voit bien qu'on a globalement quelque chose qui est assez large aujourd'hui, mais qui rentre vraiment dans cette logique du One Plan Approach et de voir comment justement ce IN et ce ex situ va pouvoir continuer à travailler ensemble. Euh, Ce qu'on peut retenir, c'est que pour les structures qui sont membres de la FDPZ ou de l'EASA, c'est qu'on peut faire tellement de choses à de nombreux niveaux. Et absolument aucun membre de l'EASA ou de la FDPZ doit être laissé pour compte, c'est-à-dire qu'on doit tous faire quelque chose sur à minima ces 2 ans, en tout cas pendant cette campagne, mais j'espère qu'après, une fois que le doigt est mis dans l'engrenage, eh bien, les institutions pourront continuer. Mais c'est vrai qu'au niveau institutionnel, on peut tous créer en fait des zones humides dans son institution, favoriser les économies d'eau, améliorer en fait la qualité de ces eaux, collaborer entre, ça permet une bonne collaboration entre les différents services au sein d'une même institution, entre les services techniques, entre les services espaces verts, entre les services, je dirais, animaliers, conservation, pédagogie, etc. Et après, en tant que communauté, on peut tous faire des choses, effectivement, à l'échelle d'un territoire, avec les ONG qui sont autour de nous, au sein de la FDPZ, au sein de l'EASA, à travers des opportunités éducatives, mais aussi des activités de restauration concrètes et participatives d'habitat. On peut favoriser, grâce en fait à la communication qu'on peut avoir dans les parcs, mobiliser à des actions, on va dire, bénévoles de la part de nos visiteurs pour pouvoir aller aider sur des actions participatives, mais on peut aussi participer de façon concrète comme coporteur de projet sur la restauration d'habitat. Et puis au niveau international, bien sûr, mais ça peut être national, international, hein, peu importe, mais c'est la collecte de fonds pour des projets qui sont sélectionnés, qui abordent des thématiques communes liées finalement à la conservation des zones humides. Et l'emblème de cette campagne est le flamant rose. Et donc, même si il y a d'autres espèces qui sont ciblées dans cette campagne, je pense notamment au pélican frisé, je pense au pigargue à queue blanche, qui est une espèce que j'affectionne particulièrement. En fait, on peut élargir. Il y a un niveau habitat et un niveau espèce qui va permettre effectivement de donner une bonne souplesse dans les projets à soutenir. Alors, ce que je voulais aussi vous partager dans les quelques minutes qui va me rester, c'est comment nous, à Sainte-Croix, on a choisi de travailler sur les zones humides et comment on a essayé d'être, au final, déjà engagé dans cette problématique qui nous tient à cœur, puisque le parc animalier Sainte-Croix, il est situé en Moselle, dans une réserve de biosphère de l'UNESCO, dans ce qu'on appelle le pays des étangs. Donc, on est au cœur, en fait, d'un patrimoine naturel historique, avec notamment une pisciculture qui est bien ancrée sur le territoire et qui est extensive avec effectivement des habitats extrêmement importants. Et donc, on a toujours eu une sensibilité à la question de l'habitat. C'est-à-dire que quand on va travailler sur les étangs au parc, on a un peu plus de 7 étangs, on a une petite vingtaine d'hectares d'étangs, on a de nombreuses mares, on est un site refuge LPO. Et dans les années 80, le site en fait a été doté de ces étangs, puisque c'était une ancienne ferme agricole, et on est sur une terre qui est très amoureuse ici, qui colle bien, la terre argileuse, ce qui est hyper facile pour créer des étangs. Et donc les étangs ont été créés avec cette optique à l'époque de produire de la pisciculture. Aujourd'hui, on est en train de modifier profondément ces étangs avec un travail avec le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine qui nous accompagne en fait sur des restaurations au sein même du site. Et nous, à l'inverse, on va les accompagner aussi avec des financements sur effectivement des restaurations d'habitat dans le pays des étangs. Vraiment, l'objectif, c'est d'avoir un ancrage territorial pour qu'on puisse avoir un impact autour de nous. C'est beaucoup plus parlant pour les équipes, c'est beaucoup plus parlant pour les visiteurs, et puis surtout, on fait partie d'un réseau. Et c'est un réseau de bons échanges, parce que nous, on n'a pas les compétences techniques complètes sur la restauration de ces habitats. Par contre, on a les moyens financiers pour les accompagner, on a les moyens financiers pour aller chercher des coporteurs de projets avec eux pour que justement on puisse aller plus loin. Et donc dans les partenaires, forcément, je vous ai parlé du conservatoire, de la LPO, mais c'est les parcs naturels régionaux, c'est le domaine départemental de l'Indre qui est le plus grand domaine piscicole qu'on peut avoir dans le Grand Est. Et donc c'est vraiment important justement de faire partie d'un tout, d'un territoire pour qu'on puisse valoriser et en tout cas mieux évaluer l'impact des actions qu'on va pouvoir mener. Dans la même logique, puisque on reste un parc animalier ancré aussi avec l'entrée espèce, l'objectif c'est de faire partie des différents niveaux d'action sur lesquels on va pouvoir agir sur ces espèces avec les EASA Ex Situ Programme. Nous, on a la chance de coordonner celui des 6 Sud d'Europe et prochainement celui du Picard à queue blanche. On a 6 EEP qui sont en lien avec des espèces qui sont inféodées aux zones humides. Donc déjà, c'est aussi avoir conscience qu'une partie de ces espèces font l'objet de programmes
de réintroduction, et donc on va pouvoir élever une partie de ces animaux pour les remettre dans leur milieu naturel, à partir du moment où le travail a été réalisé, bien entendu, sur l'habitat. On fait partie enfin en tout cas je fais partie du comité de pilotage des plans nationaux d'action, hein, pour les aigles pêcheurs et pour la cistude d'Europe, ce qui nous permet aussi justement d'apporter une expertise qui n'est pas qu'une expertise en fait, on va dire de financiers qui peut venir aider, c'est qu'on a aussi une expertise zootechnique à partager sur les différents projets. Comment mieux relâcher les cistudes dans le milieu naturel afin d'optimiser les taux de survie, comment faire en sorte que demain la problématique des aigles pêcheurs soit mieux prise en compte dans certaines zones pour éviter les problématiques d'empoisonnement, comme on a pu connaître sur le piqueur gacque blanche avec des incidents liés à de la pisciculture. Et donc, l'idée, c'est de montrer que l'engagement qu'on peut avoir au sein des structures zoologiques, il n'est pas seulement en fait de venir apporter un soutien financier, mais c'est aussi de dépasser en fait certaines portes, certaines frontières pour qu'on puisse travailler ensemble et intégrer pleinement en fait cette vision du One Plan Approach. Et effectivement, on travaille là sur plusieurs réintroductions, hein, que ce soit la Cistude d'Europe avec l'année prochaine une date importante, puisque une centaine de cistudes commenceront à être relâchées sur la vallée de l'Arve, en fait, en Savoie. Donc c'est un beau projet qui est porté par la collectivité de la vallée de l'Arve, c'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà 4 ans. Donc c'est des projets qui prennent du temps, mais des projets qui sont importants pour que toutes les conditions soient réunies pour que les animaux soient dans les meilleures conditions et avec un habitat favorable. J'ai vu qu'il y avait Antoine aussi qui était là. Je pense au Filigulni roca qu'on réintroduit en Pologne actuellement, ou le Pigargue à queue blanche avec le projet qui est présent en France. Et enfin, c'est aussi dire que dans la fonction espèce, on a un volet recherche, financement qui est important, hein. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, pour pouvoir adapter toute une série de pratiques, bah, il faut faire de la recherche. On le sait, on n'a pas le choix. Et la recherche coûte cher, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, quand on va travailler sur la cistude d'Europe, par exemple, on travaille avec l'Université de Tours, on finance des balises, hein, pour faire du suivi de cistudes sur comment elles vont utiliser, eh bien, des étangs après des mises en assec de ceux-ci, comment justement, quelle est la capacité de dispersion, comment derrière on peut mieux les accompagner sur la planification des ASEC, l'analyse du microbiote, les balises pour les aigles pêcheurs pour mieux comprendre comment ça se passe. C'est juste pour, au-delà des montants, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a une diversité en fait d'actions qui peuvent être menées, que ce soit la création de nids artificiels pour le balbuzard pêcheur, pour des radeaux pour les sternes. Euh, et j'ai intégré aussi la notion de centre de soins parce que je trouve important que on n'oublie pas notre rôle, en fait, les parcs zoologiques, à soutenir les centres de soins qui font un travail admirable, qui sont souvent en difficulté financière. Et donc, voilà, je trouve qu'on se doit de pouvoir les assister le plus possible pour pouvoir, eh bien, continuer à accentuer notre impact. Et parfois, bah, on a des opportunités exceptionnelles avec des projets exceptionnels sur lesquels il faut réagir, il faut se mobiliser. C'est parfois pas facile parce que on doit bah, justement utiliser certaines opportunités. Donc, je pense à une acquisition là du Conservatoire des espaces naturels de Lorraine qu'on vient de soutenir, qui a permis d'acquérir un peu plus de 200 hectares d'étangs suite à la retraite en fait d'un pisciculteur. Et ces étangs sont des véritables joyaux de biodiversité sur lesquels en fait on a énormément d'espèces menacées qui sont présentes. Et donc le financement et l'achat, l'acquisition a été principalement géré avec l'agence de l'eau. Mais une fois que l'achat est fait, il y a tout un travail à faire d'entretien en fait de ces ouvrages, de remise en ordre de tout ça. Et donc il y a un peu plus de 400 000 euros de travaux à réaliser. Et donc nous on a 150 000 euros. On s'est mobilisé avec un autre fonds de dotation aussi pour pouvoir eh bien, aller chercher ces fonds, pour que derrière, eh bien, en fait, on puisse donner à ces associations eh bien, les moyens financiers de mettre en œuvre en fait, les politiques qu'ils ont envie de prendre sur ces espèces, enfin sur ces espaces. Et donc très clairement, c'est une fierté, mais c'est des projets effectivement qui nécessitent tout un travail de notre côté d'arriver à mobiliser les acteurs ensemble pour qu'on avance ensemble sur ces sujets. Et je pense que ça, c'est le maître mot, c'est de dépasser des frontières qui peuvent encore exister dans l'esprit de certaines personnes pour qu'on puisse avancer ensemble sur et bien, de façon concrète pour la conservation. En tout cas, si vous, enfin voilà, merci de votre attention. S'il y a des projets qui vous intéressent, si vous voulez échanger, voilà, il y a mon contact et j'essaierai de répondre à vos questions avec grand plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup, Anthony, pour ce riche témoignage. Je vous rappelle effectivement que vous pouvez déjà poser vos questions à l'écrit dans le module QR en bas de votre écran. J'ai passé la parole maintenant à Cécile Erny, directrice de l'Association française des parcs zoologiques.
Merci Katia pour cette introduction et merci pour voilà, l'opportunité de parler ici et de présenter la FDPZ. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran en plein écran? Très bien, merci. Merci. Merci Anthony d'avoir présenté ce contexte et justement d'avoir insisté sur la valeur de travailler ensemble pour la conservation de la nature. C'est bien l'esprit également de la FDPZ et on est ravis justement que cette campagne Wetlands ait lancé la dynamique de travailler ensemble avec le CDRMH qui du coup permet d'avancer tous ensemble dans ce cadre-là. Donc, je vais vous présenter brièvement l'Association française des parcs zoologiques, qui est une association de loi 1901 créée en 1969, donc plus de 50 ans d'engagement en faveur de la conservation des espèces et de la biodiversité. En termes de nombre de membres, on est la première association nationale de zoos et aquariums en Europe, et on a pour mission de mettre en réseau donc les établissements zoologiques français, de valoriser leurs actions auprès du grand public, de promouvoir les bonnes pratiques, donc y compris code d'éthique et stratégie de conservation et charte du bien-être animal, d'accompagner l'engagement des parcs zoologiques et aquariums dans leur mission réglementaire, donc qu'elle soit de la conservation, éducation, recherche et bien-être animal, donc les quatre piliers également rappelés par Anthony, et représenter la profession devant les autorités de tutelle et organisations internationales, que ce soit auprès du ministère, lors de la Commission nationale de consultative faune sauvage captive, la CNCFSC, pour la réglementation et les certificats de capacité, ou encore au COP CITES, au Congrès mondial de l'IUCN, dont nous sommes membres également, et ainsi nous sommes également membres donc de l'AMSTI et de l'EASA. 50% de nos membres donc sont membres de l'EASA, d'où la pertinence vraiment de s'inclure dans cette campagne et de mobiliser l'ensemble des parcs de la FDPZ. Et nous sommes également membres de Species 360 et de la WASA. En quelques chiffres, la FDPZ, c'est 107 établissements donc membres, dont un quart de parcs publics dans 63 départements, dans métropole, dom-tom et Belgique. Parmi ces 107 établissements, on recense un peu plus de 4000 hectares d'espaces verts gérés durablement, y compris des zones humides. Vous l'avez bien compris, par exemple, le parc animalier de Sainte-Croix a de nombreux milieux humides qui gèrent durablement. Donc ça, c'est important aussi dans l'aspect développement durable des parcs, la prise en compte du développement durable. On accueille chaque année plus de 25 millions de visiteurs qui sont ainsi sensibilisés justement à la nécessaire protection de leur environnement et de leur milieu naturel dont nous dépendons tous. Et parmi ces 25 millions, on accueille 1,3 million de scolaires donc au sein des parcs membres de FDPZ tous les ans. Et il faut savoir que bien sûr, comme ça, l'éducation fait partie des parcs zoologiques, des missions des parcs zoologiques et aquariums, 100% des parcs accueillent des scolaires. Une autre mission sur laquelle on reviendra brièvement, c'est l'accueil des animaux sauvages saisis. Jusqu'en 2024 à peu près, on avait les parcs zoologiques et aquariums de la FDPZ accueillis d'environ 2000 animaux saisis chaque année avant la création du SAS, du service d'assistance aux animaux sauvages saisis. Et bien sûr, donc, en termes d'implication pour la conservation et la recherche, les parcs zoologiques membres de FDPZ soutiennent ou participent d'une façon ou d'une autre à 335 programmes de recherche et de conservation in situ dans le monde et dans plus de 70 pays. Donc on n'a pas le nombre d'espèces puisqu'évidemment ça protège aussi des écosystèmes, mais 335 programmes dans plus de 70 pays et contribuent également à 110 publications scientifiques par an. Donc, vous l'avez compris, la FDPZ, le but, c'est de fédérer, rassembler, représenter et mobiliser. En termes de mobilisation, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des commissions dédiées, notamment la commission conservation, la commission éducation, la commission recherche et la commission bien-être animal, voilà, qui évidemment appuie l'engagement dans les rôles des missions et missions des parcs zoologiques. Je salue notamment la commission conservation via Anthony Colère et la commission éducation qui va également participer à cette dynamique lancée lors de cette campagne Wetlands for Life, et je sais que beaucoup participent également à ce webinaire, donc je remercie tous les membres des commissions pour leur mobilisation sur ces sujets. La FDPZ, depuis décembre 2024, est aussi attributaire du marché public du SAS, le service d'assistance aux animaux sauvages saisis du ministère de la Transition écologique. C'est un service en fait qui centralise et coordonne le placement des animaux sauvages saisis par les autorités locales. Ensuite, l'Association française des parcs zoologiques héberge le centre de survie des espèces françaises de l'IUCN, donc de la Commission de sauvegarde des espèces
monde de l'IUCN. Et là, les actions vont débuter cet été puisqu'on a recruté quelqu'un dédié donc pour ce centre de survie des espèces françaises qui a pour but notamment de catalyser les actions de conservation des espèces avec l'ensemble des acteurs mobilisés dans le cadre du One Plan Approach. Et du coup, ça s'inscrit parfaitement dans la démarche d'aujourd'hui qui est réellement de rassembler et fédérer l'ensemble des acteurs mobilisés pour une cause commune, la protection des milieux, en l'occurrence aujourd'hui la protection des milieux humides. En termes de mission de ce centre, il y a aussi mettre en réseau et renforcer les capacités, donc au travers notamment de liens entre les membres IUCN et les zoos et aquariums français, dont certains d'ailleurs sont également membres de l'IUCN. Troisième axe pour ce centre de survie, c'est lutter contre le trafic des espèces sauvages, voilà, une thématique dans laquelle la FDPZ est engagée depuis très longue date, ainsi que ses membres. Et enfin, plaidoyer pour un engagement politique qui permettrait de développer des partenariats stratégiques pour influencer les politiques publiques de conservation des espèces et des milieux. Donc, en termes de sauvegarde de la biodiversité, la FDPZ et ses membres sont engagés de plusieurs façons, via notamment le fonds de conservation de la FDPZ, avec une vingtaine de programmes de conservation soutenus chaque année, donc in situ en France et dans le monde. On a notamment un partenariat avec la LPO pour le Vison d'Europe, et on dispose aussi d'un fonds d'urgence qui a par exemple été mobilisé cette année dans le cadre de la catastrophe des macareux moines de cet hiver. Évidemment, les membres participent, donc, comme je vous l'ai dit, à la conservation in et ex situ et sont mobilisés à hauteur de 5 millions d'euros par an. Ils financent des programmes dans le monde à hauteur de 5 millions d'euros par an, donc parmi les premiers financeurs de la conservation des espèces, j'ai envie de dire, dans le monde, parce que les grandes ONG peuvent plutôt s'orienter vers des causes, réchauffement climatique, etc. Ils fournissent également tout ce qui est expertise, puisque les parcs zoologiques et aquariums ont une expertise zoologique et donc peuvent échanger sur ces thématiques-là également. Anthony l'a souligné également, mais je l'avais remis, la participation au centre de soins de faune sauvage locale, que ce soit via effectivement des financements très importants, puisque les centres de soins, c'est quasiment une mission de service public, mais sans aucun financement public, malheureusement. Donc 45% des membres de la FDPZ gèrent ou soutiennent financièrement ou par la mise à disposition de personnel ou autre un centre de soins pour la faune sauvage locale. Il y a une participation de plusieurs parcs zoologiques et aquariums dans les plans nationaux d'action. Via notamment aussi les élevages conservatoires comme le Vison d'Europe, la Cistude ou le Sauneur à ventre jaune qui permettent derrière des réintroductions. On l'a vu avec le Vison d'Europe récemment et la Cistude bien sûr. Il y a également tout ce qui est la partie recherche appliquée à la conservation. Il y a des études qui sont menées en collaboration avec les parcs zoologiques qui permettent de mieux protéger les espèces dans la nature. Ça a été le cas notamment avec l'étude des capacités visuelles des rapaces pour justement réduire les collisions avec les éoliennes. Il y a la partie orientation des politiques publiques, on l'a vu, et la partie bien sûr pédagogie et sensibilisation qui est essentielle à la sauvegarde de la biodiversité. Ça va des espèces invasives au trafic des espèces sauvages, au développement durable, à l'engagement des actions des citoyens pour des actions, on va dire, qu'ils peuvent faire quotidiennement. Et donc l'idée, c'est aussi de bien sûr sensibiliser la société civile lors des visites de zoo. Le dernier sondage IFOP qu'on a fait en février, il y a quelques mois, montre que 96% des visiteurs de parcs zoologiques et aquariums déclarent avoir appris quelque chose lors de leur visite. Donc c'est quelque chose voilà, qui est quand même satisfaisant. Et l'idée, c'est aussi de sensibiliser en dehors des parcs zoologiques et aquariums par le biais notamment de bandes dessinées. On a des partenariats avec les éditions Bambou, on a eu aussi avec Glénat, donc des bandes dessinées grand public qui sont vendues à la fois dans les parcs membres de la FDPZ, mais aussi en librairie, mais aussi en ligne, etc. Et dans ces bandes dessinées thématiques, que ce soit la lutte contre le trafic, la recherche, la faune locale, etc., etc., il y a toujours plusieurs pages, entre 6 et 8 pages de cahiers pédagogiques à la fin, l'idée étant toujours de diffuser des connaissances au plus grand nombre. On a aussi collaboré avec l'IUCN pour un livret sur les espèces animales menacées et les grandes causes de disparition. On produit également des vidéos pédagogiques sur les campagnes et sur les thématiques développées, y compris les zones humides. Et les pistes de collaboration, je vais pas les détailler puisqu'elles seront abordées derrière
Pierre, mais en tout cas, on est ravis de cette collaboration, de l'initiation de ce contact, et on s'engage dans cette voie. Donc, je vous remercie pour la FDPZ. J'ai juste quelques mots à dire sur l'UCA, donc l'Union des conservateurs d'Aquarium. Malheureusement, Dominique Barthélémy, le président, n'a pas pu être présent. Mais si vous avez des questions sur l'UCA, Olivier Briard de la Cité de la Mer de Cherbourg participe à ce webinaire, donc il pourra répondre à vos questions après. Donc c'est l'association qui met en réseau en fait les aquariums publics français au service de la biodiversité et de l'éducation. L'UCA a été créée en 87. Elle représente un réseau d'experts également engagés dans les missions des aquariums, donc conservation, éducation, recherche, mais aussi permet le partage des bonnes pratiques professionnelles. Ça fait donc près de 40 ans d'expertise, donc il fédère une trentaine d'aquariums publics. Il sensibilise également 10 millions et demi de visiteurs chaque année et accueille 450 000 élèves dans les programmes pédagogiques. Ils permettent la formation de 450 étudiants encadrés chaque année et dont une centaine d'universitaires, donc de la formation de haut niveau. Ils participent à de nombreux programmes de recherche et de conservation et également des commissions engagées sur le bien-être animal, l'élevage larvaire, notamment la conservation, la pédagogie, etc. L'UCA, donc, comme je vous le disais, est engagé dans la conservation via des programmes de conservation, reproduction d'espèces menacées sur des différentes espèces de requins ou autres poissons, etc. La contribution à la préservation de la biodiversité des milieux aquatiques, évidemment. Elle est également engagée dans la recherche, le développement des connaissances sur la biologie et l'élevage des espèces et développe des partenariats avec les organismes scientifiques et établissements de recherche. En termes d'éducation et de sensibilisation, donc la même mobilisation pour le grand public et évidemment des actions pédagogiques auprès des publics cibles. Il participe également à l'appui au pouvoir public via notamment la participation à la commission nationale consultative faune sauvage captive et apporte son expertise sur les espèces protégées, les espèces exotiques envahissantes et l'évolution de la réglementation. Voilà, si vous avez des questions sur l'UCA, donc vous avez ici les coordonnées du président de l'UCA, Dominique Barthélémy, qui est à Océanopolis. Merci. Merci beaucoup, Cécile, pour toutes ces informations détaillées, tous les travaux, les actions que vous menez, c'est très riche. Nous allons passer maintenant à 3 témoignages qui vont nous illustrer leur engagement en faveur des zones humides, synergie et collaboration donc entre parcs zoologiques et les acteurs locaux. Je passe la parole à Alix Michon, responsable et chargé de mission LPO Bourgogne-Franche-Comté, qui va nous parler de son partenariat avec le parc zoologique du Muséum de Besançon. C'est à toi, Alix. Merci Katia. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, moi je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ça me change un petit peu du quotidien associatif, on va dire. Donc moi je suis donc Alix Michon, herpétologue à la LPO Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un combat que j'ai initié en fait il y a 6 ans et qui a permis de réaliser un programme vraiment complet pour la conservation de quelques populations de couleuvres vipérines qui habitent les berges du canal du Rhône au Rhin en moyenne vallée du Doubs. Donc, on peut passer du coup à la dia suivante. Merci. Donc, pour recentrer le sujet à la fois humide mais aussi terrestre, le lien terre-eau, donc simplement, si vous voulez, en Franche-Comté, on a une espèce de reptile sur 4 qui est menacée de disparition. Et parmi nos espèces de reptiles, la couleuvre vipérine est une petite couleuvre en fait semi-aquatique qui est totalement inoffensive. Et comme vous pouvez le voir sur les cartes de répartition à l'écran, en Franche-Comté, la couleuvre vipérine atteint sa limite nord-est d'aire de répartition mondiale. On est un petit peu le dernier rempart de présence de cette espèce à l'échelle mondiale. Et donc, chez nous, c'est une espèce peu répandue aux populations qui vont être fragmentées le long de quelques cours d'eau des départements du Doubs et du Jura. Donc, ces habitats de prédilection correspondent à ce que vous voyez à droite. Donc, en fait, vraiment des berges thermophiles en contact direct avec les masses d'eau. Donc, que ce soit des cours d'eau, mais aussi le canal du Rhône au Rhin, où en fait, elle va vraiment trouver ses proies favorites, notamment chez nous, des petits poissons blancs. Donc, hélas, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certaines berges du canal du Rhône au Rhin où habitent les couleuvres vipérines sont aujourd'hui menacées par diverses fuites et zones d'effondrement, rendant obligatoire, en fait, des travaux de réfection.
On peut passer à la troisième. Donc, initialement, si vous voulez, moi, j'ai conçu un plan de captivité in situ. J'avais pas de moyens. Donc, en fait, voilà, mon idée, c'était de mettre sous cloche les animaux qui étaient présents sur les berges pendant les travaux de réfection de berges, justement. Donc, à l'époque, je n'avais pas de moyens. Donc, j'ai essayé de faire des enclos in situ pour, on va dire, mettre sous cloche les couleuvres vipérines pendant la durée des travaux. Sauf que ce premier plan de conservation in situ, donc à même les berges, a simplement démontré que maintenir des serpents dans des enclos sur le site même des travaux, c'est très compliqué. On a des problèmes de fuite. Donc ça m'a permis de justifier en fait vraiment un plan d'urgence, un plan de sauvegarde qui cette fois-ci inclut de la conservation et de la captivité ex situ pour faire face en fait à ces travaux de réfection de berges de VNF. Donc, nous avons développé un partenariat au final qui lie deux experts de la faune et de la conservation. Donc, l'ALPO-BFC, ma structure, en fait, qui est référente en matière d'études et de protection des populations d'amphibiens et de reptiles de Franche-Comté depuis la fin des années 80. Et en face de nous, eh bien, le Muséum de Besançon, qui est donc notamment reconnu à l'échelle internationale pour son implication et son savoir-faire en matière de préservation et de reproduction des espèces menacées. Donc, leurs équipes, en fait, ont finalement développé au fur et à mesure une forte expertise sur le maintien et la reproduction de la faune exotique, mais aussi locale. Et c'est ça vraiment qui nous intéresse. Donc, au-delà de la vipérine, ils travaillent aussi sur l'apron du Rhône, des espèces d'écrevisses locales ou encore le criquet de Crau. Donc, bien sûr, nos deux structures ont été en lien étroit avec les services de l'État, à savoir l'Adréal Bourgogne-Franche-Comté pour le volet espèces protégées, donc qui traite essentiellement avec nous LPO, mais aussi les services vétérinaires, donc là qui vont traiter plutôt avec le Muséum de Besançon en charge de la phase de captivité. Le Muséum de Besançon dispose bien entendu d'un capacitaire toute espèce de serpent dont fait partie la couleuvre vipérine. On peut passer à la quatrième. Donc voilà, imagez un petit peu notre plan de conservation dans les grandes lignes. Donc avant d'entrer à la citadelle, en fait, on a une phase de diagnostic herpétologique des stations, puis une phase en fait de capture. L'idée, c'est de vider la berge de ses occupants, donc des couleuvres vipérines, avant l'arrivée des engins. Donc, qui vont venir réparer les fuites par la pose de structures métalliques infranchissables que vous pouvez voir sur la photo, la deuxième photo en partant de votre gauche. Donc, des pales planches. Donc, nous, en fait, on vient de mi-avril à fin juin capturer un maximum de couleuvres vipérines sur la station. Donc, ça, c'est donc moi et les bénévoles de la LPO qui s'en occupons. Les couleuvres vipérines ensuite sont envoyées cette fois-ci au Muséum de Besançon qui lui donc gère la phase vraiment de captivité ex situ dans leur enceinte. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur la photo à gauche. En fait, on voit des systèmes de bacs de pâture qui sont interconnectés entre eux et dans lesquels les animaux capturés in situ vont être placés en captivité le temps des travaux. Donc nous demandons une réalisation des travaux pendant la période d'activité des reptiles, donc en gros de juillet à septembre, pour éviter une destruction en phase d'hivernage, quand les animaux sont terrés dans les berges. Donc, ce qu'on peut voir aussi au centre, donc ce sont des couleuvres vipérines qui sont dans leur bac de captivité, et puis des jeunes couleuvreaux qui sont nés dans l'enceinte de la citadelle et qui sont placés en terrarium après leur naissance. Ce travail inclut aussi et surtout la réhabilitation de la station après les travaux, parce que voilà, comme je vous le disais, les pales planches sont vraiment des structures lisses et infranchissables pour toute la faune locale, notamment la faune semi-aquatique. Et donc l'objectif, donc, c'est aussi de suivre le résultat des travaux en demandant en fait la restauration des continuités écologiques, la restauration des habitats thermophiles occupés par les reptiles. Et donc c'est ce qu'on voit sur la droite avec la phase de pose de cônes pierreux, en moyenne tous les 30 mètres linéaires de pales planches, qui viennent vraiment jouer ce double rôle. On restaure les continuités écologiques et on refait de l'habitat aux populations menacées de serpents qui étaient présentes sur la station. On peut passer à la cinquième diapo. Donc voilà la cinquième diapo, juste pour remettre un petit peu le zoom sur ce qu'est notre plan de captivité. Donc en fait, on a plusieurs modules selon les effectifs que l'on accueille, mais des modules constitués de 2 bacs. La couleuvre vipérine est une espèce semi-aquatique. Nous avons un bac terrestre associé à un bac aquatique, et donc dans lequel les animaux vont pouvoir réaliser, quelles que soient les conditions météorologiques, leur cycle de vie journalier pendant les mois de travaux.
Donc l'objectif, c'est non seulement qu'ils puissent se nourrir, qu'ils puissent aussi thermo-hydroréguler leur température et leurs besoins d'humidité. Donc c'est pour ça qu'on a une petite piscine en fait associée au bac terrestre. Les animaux sont nourris tous les jours avec du petit poisson blanc. C'est ce qu'on peut voir au centre, des animaux qui vont dans des petites gamelles pour capturer leur poisson. L'objectif aussi, c'est que les femelles puissent pondre en fait pendant la phase de captivité. Donc c'est ce qui se passe. On peut le voir sur la photo en haut à droite. Les œufs sont ensuite placés en conditions contrôlées. C'est là où on a vraiment l'expertise du muséum qui nous appuie, nous, en tant qu'association de terrain. Donc, les œufs sont placés en incubatrice, en moyenne 5 semaines et demie à 28 degrés, et nous obtenons les coulevraux. Et donc, en fait, l'idée, c'est que tout ce petit monde-là, à la fin des travaux et avant la phase d'hivernage, soit relâché, donc sur le lieu exact de capture pour les animaux qui ont été prélevés dans la station, et les coulevraux aussi réinjectés sur le site, entre guillemets, une fois les travaux terminés et les habitats, on va dire, restaurés du mieux qu'on le peut. Donc, on peut passer à la 6e diapo de conclusion. Donc, moi, en fait, je trouve que ce programme, en fait, vous illustre pleinement les missions des parcs zoologiques modernes, comme le Muséum de Besançon, qui va vraiment lier l'expertise des équipes scientifiques, donc équipes de conservation, équipes de vétérinaires qui parlent beaucoup zootechnie aussi, et puis des actions de terrain tout ça, en fait, au service d'associations de protection de la nature, comme nous, la LPO, et bien sûr au service de la biodiversité locale. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère avoir été à peu près claire. Merci. Merci beaucoup, Alix, pour ce témoignage très inspirant. Je vous invite, si vous avez des questions, à les poser directement dans le module QR. Nous allons les relayer à la fin pendant le temps des échanges. Alix, malheureusement, elle ne pourra pas rester avec nous pendant le temps des échanges, elle doit partir. Mais vous pouviez aussi lui adresser par mail, la contacter par mail. Je vais sans plus tarder, je vous propose maintenant de poursuivre avec la présentation d'Antoine Joris, directeur zoologique vétérinaire de la réserve africaine de Sijon, qui partagera avec nous son expérience. Merci Antoine de partager ton Euh, support. Bonjour à tous, merci Katia. Donc moi je vais vous parler de choses très terre à terre et très concrètes, puisque je voulais mettre en valeur le changement de pratique que nous avons mis en place dans notre parc, qui est un parc dans lequel les zones humides tiennent une place très importante. Donc pour représenter la réserve africaine de Sijan, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un parc animalier qui est dans l'Aude, à proximité du littoral méditerranéen, ouvert en 1974 sur 85 hectares et aujourd'hui propriétaire de plus de 375 hectares, dont environ 160 sont réservés au parc animalier. C'est une surface fixe qui n'évolue plus et qui n'évoluera pas. Et par contre, en périphérie, on est aussi propriétaire de plus de 200 hectares qui sont des espaces naturels laissés en libre évolution ou des espaces agricoles sur lesquels nous faisons de la production fourragère. Et ces surfaces d'espaces naturels agricoles sont en croissance parce qu'il y a une forte déprise agricole autour de chez nous et on continue de racheter ce qui nous est proposé à la vente et ce qui n'est pas préempté par le conservateur du littoral. Notre thématique, c'est l'élevage et la présentation publique de la faune africaine, avec plus de 2200 animaux, 250 espèces, une majorité de mammifères, et la plupart sont herbivores, beaucoup d'oiseaux, la plupart sont des oiseaux d'eau, beaucoup de tortues aussi. Nos points forts, ce sont notre climat, nos paysages et nos grands espaces d'élevage avec des grands troupeaux qui peuvent s'y ébattre, une grande volière immersive d'1 hectare et une lagune de 10 hectares sur laquelle se retrouvent toute l'année des centaines, voire des milliers d'oiseaux sauvages qui sont attirés par nos activités. Sijan, c'est parfois aussi Sijan-les-Flots. Donc voilà, nous sommes situés là. Donc, vous voyez le parc, les limites du parc naturel régional de la Narmoise en Méditerranée, qui est un parc au cœur duquel se retrouvent euh, des lagunes méditerranéennes. Donc c'est un ensemble complexe d'étangs saumâtres ou salés, sur lesquels nous sommes en partie enclavés. Et la surface de zones humides sur notre propriété est très variable. Elle varie de 25 à plus de 100 hectares selon la saison et selon les années. Donc voilà, on a donc de 25 à plus de 100 hectares de zones humides selon l'année et la saison, et un gradient de salinité qui est extrêmement variable,
puisqu'en période de sécheresse, 100% de nos zones humides sont saumâtres, voire hyper salines, alors qu'en période d'inondation, comme on vient de connaître là en février, en mars, 100% de nos zones humides sont douces. Donc, et il y a vraiment des extrêmes qui sont observés d'une année sur l'autre en fonction de ce qui se passe avec la météo. Alors, ben, en attendant, voilà, ce que je voulais dire, c'est que les zones humides ont vraiment une importance localement très très grande. Donc, on est bien conscient, nous, de la chance que nous avons de pouvoir être hébergés dans un site, dans un cadre pareil. Et voilà, c'était la suivante. Voilà, on peut passer à la suivante. Merci. Non, non, la précédente, la précédente. Voilà, donc ces zones humides sont à l'origine de la diversité de nos paysages et de nos milieux. Nous sommes donc bien conscients de notre responsabilité. Et on a notamment des associations de partenariat qui ne font pas l'objet de cette présentation, mais on est en partenariat avec beaucoup d'associations locales comme l'ADENA, l'Eau de Claire ou le PNR dont je viens de parler, ou le Conservatoire d'espaces naturels. Et avec toutes ces associations, nous travaillons sur des sujets directement en rapport avec les zones humides. Mais moi, ce que je voulais mettre en avant ici, c'était plutôt nos actions locales. Alors, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà en vrac quelques actions qu'on a mis en place afin d'assurer que nous ayons le plus faible impact possible avec nos activités sur les zones humides qui sont sur la propriété. Donc, on a fait bien sûr des inventaires faune-flore il y a presque 10 ans maintenant, qui ont été assortis de préconisations par deux associations locales qui les ont réalisées, donc la LPO et la Fédération Eau de Claire. Notre fumier est exporté selon un plan d'épandage validé par la DDPP, mais ça, c'est obligatoire. Nous avons fait aussi évoluer nos pratiques de vermifugation, et cela a fait l'objet d'une thèse que nous avons accueillie ici pendant 3 ans, et avec comme indicateur principal les insectes coprophages de nos terrains, donc en particulier les bousiers. Donc la diapo de droite, là, c'est l'inventaire des espèces qui ont été inventoriés sur nos terrains qui accueillent des mammifères herbivores. Et pour les préserver, donc, nos pratiques de vermification aujourd'hui se font uniquement sur corpoculture. Donc il faut que ce soit justifié par une présence avérée de parasites en quantité pathologique dans les matières fécales de nos animaux. Les molécules qu'on utilise sont des molécules peu toxiques pour les coprophages et pour la faune microbienne du sol ou de dégradation des matières fécales. Et on évite évidemment les avermectines qu'on réserve aux cas individuels les plus graves qui ne peuvent pas être résolus avec les molécules moins toxiques. Alors notre production fourragère, parce qu'on essaie d'être autosuffisant en luzerne, mais voilà, avec notre surface, on n'y arrive pas encore. Enfin bref, elle se fait sans intrants depuis plus de 20 ans. Nos espaces verts, qui sont aussi conséquents, sont gérés sans désherbant ni engrais depuis plus de 20 ans. Notre bâti, ben, qui avait l'âge du parc animalier, il a été rénové et mis aux normes de l'assainissement. Et un dernier point sur lequel je vais insister un peu plus, c'est la désinfection des surfaces avec l'utilisation de l'électrolyse en remplacement des produits issus de la pétrochimie. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors pourquoi je m'attarde là-dessus? Parce que l'hygiène des surfaces, c'est un enjeu qui est important sur les parcs animaliers. Les parcs animaliers sont des infrastructures où il y a une diversité assez grande de surfaces qui sont nettoyées quotidiennement, que ce soit les surfaces qui servent à l'élevage d'animaux comme les bâtiments, les bassins, les abreuvoirs ou les caisses de transport, ou les surfaces qui servent à l'accueil du public. Vous savez tous de quoi on parle, même et des surfaces qui servent aussi à l'accueil du personnel. Voilà, enfin, l'un dans l'autre, ça représente des centaines, voire des milliers de mètres carrés et qui sont nettoyés très régulièrement par toute une armée de petites mains des parcs zoologiques, hein, que vous connaissez aussi. On a pas mal d'obligations à respecter en termes de nettoyage. Il y a des obligations réglementaires. On est quand même obligé de lutter de mettre en place des actions préventives contre les zoonoses, qui sont ces maladies des animaux qui sont transmissibles à l'homme, ou les maladies émergentes avec l'apparition de virus qu'on ne connaissait pas il y a 5 ou 10 ans au sein de nos collections. On a des obligations zootechniques aussi pour tous nos pensionnaires. Il y a une hygiène à maintenir. Il ne faut pas que les surfaces avec lesquelles ils sont en contact
soient nocives aussi pour leur santé. On a des obligations environnementales parce que dans les parcs zoologiques, ce sont des endroits où on trouve quantité de pièces d'eau artificielles de toute taille qui servent à mettre en valeur l'environnement qui servent aussi parfois de système de contention pour éviter les évasions. On est souvent à proximité de cours d'eau. Donc l'un dans l'autre, voilà, les surfaces à nettoyer sont vraiment nombreuses. Elles ne sont pas toujours connectées à un système d'assainissement. Donc il y a un intérêt assez grand, je trouve, à trouver des solutions qui soient non toxiques et non polluantes en remplacement des produits usuels issus de la pétrochimie. À la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, la solution que nous, on a retenue, c'est l'utilisation d'eau saline électrolysée pour le nettoyage de nos surfaces. Le principe, c'est que avec de l'eau et un petit peu de sel, c'est une très petite quantité, hein, c'est 1 gramme par litre, et un courant électrique, on produit une solution qui est riche en hydroxyde de sodium, qui sert à la détergence, et en acide hypochloreux, qui sert à la désinfection. Alors, petite remarque, il ne faut pas confondre l'acide hypochloreux avec l'hypochlorite de sodium, qui est l'eau de Javel. L'un est un acide faible non irritant, alors que l'autre est un oxydant puissant et corrosif. Ce n'est pas du tout la même chose. On peut passer à la diapo suivante. Alors, vous allez me dire, de l'eau et du sel, c'est pas possible que ça désinfecte ou que ça nettoie. Eh bien, pourtant, si. Les principales normes européennes de désinfection ont été obtenues et apparaissent sur la fiche de données de sécurité du produit. Il est bactéricide, il est fongicide, virucide, sporicide, sur tout un tas de germes pathologiques comme les staphylocoques dorés, comme E. coli, l'influenza, donc la grippe aviaire, les parvovirus qui sont des virus des chenilles assez classiques, le coronavirus que je ne présente plus, le HIV, enfin voilà, bref, tout un tas de germes pathogènes n'ont pas résisté aux tests qui ont été réalisés avec cette solution d'eau et de sel passée à l'électrolyse et qui a démontré son efficacité sur leur élimination. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, l'indication de cette technique, c'est la désinfection des surfaces en milieu médical, scolaire, industriel, agroalimentaire, ménager. C'est la désinfection des mains. Il y en a même qui s'en servent en bain de bouche, même si ça n'apparaît pas sur la fiche de données de sécurité. C'est aussi indiqué pour l'hygiène vétérinaire. Le gros avantage, évidemment, vous l'avez compris, c'est qu'il n'y a pas de toxicité, ni pour l'être humain, ni pour les animaux. Il n'y a pas de risques environnementaux non plus. Il n'y a aucune persistance dans l'environnement, il n'y a aucune bioaccumulation. Les limites, c'est qu'en cas d'épisodie, donc s'il y a une maladie à déclaration obligatoire et à gestion réglementaire qui apparaît dans votre établissement, cette solution saline électrolysée n'apparaît pas dans la liste des désinfectants qui sont approuvés par les autorités sanitaires pour lutter contre. Donc il faudra ressortir le Vircon dans ces situations-là, qu'on espère toujours exceptionnelles, même si ça arrive parfois. On a été touché, nous, à Sijan 2 fois par la grippe aviaire, donc ça peut arriver, ça peut arriver. L'inconvénient, c'est que la solution est instable et qu'elle se dégrade assez vite, hein. La conservation, nous, de nos bidons, c'est maximum 6 mois et ça redevient de l'eau salée, tout simplement. Donc son stockage est limité dans le temps et il y a besoin de la produire sur place parce qu'on en consomme d'assez grands volumes. Comme la solution est assez fortement diluée, ben voilà, il en faut souvent des quantités conséquentes sur place. Donc la solution, c'est de la produire sur place. Et on peut passer à la diapo suivante, que je vous explique en pratique comment ça se présente. Il faut faire installer un générateur à proximité d'une arrivée et d'une évacuation d'eau. Il y a différents modèles qui existent, hein. Ça va de la taille d'une grosse machine à laver à un distributeur de boissons. La solution s'utilise pure pour la désinfection ou diluée jusqu'à 4 fois pour le nettoyage. À l'usage, il y a une très légère odeur de chlore qui disparaît rapidement. Elle est très efficace en détergence, hein. Tous ceux qui ont des bâtiments primates avec des crottes séchées au mur sauront que c'est important comme paramètre. Et ça permet une forte réduction aussi des déchets plastiques puisque les bidons sont réutilisables pendant des années. Ça ne vous fera pas faire des économies puisque le remplacement du budget d'entretien par le coût du leasing n'est pas forcément à l'avantage de l'utilisateur. Et notre expérience aussi a montré que les pannes sont assez fréquentes car la technologie incluse dans les machines est assez sensible aux variations de pression du circuit d'eau et à la dureté de l'eau aussi. Donc voilà, il faut s'assurer que l'entreprise qui vous procurera le générateur a un SAV qui est bien réactif. Donc nous on s'en sert depuis 2022.
de cette technologie-là. On a un forfait de 50 litres par jour qu'on utilise, donc les volumes sont assez conséquents pour un parc animalier de notre taille. On s'en sert sur les bâtiments primates, fauveries, sur nos vestiaires, nos sanitaires, nos restaurations, nos points de restauration, nos bureaux, nos locaux. Voilà, tout un tas d'applications qu'on qu'on- qu'on- qu'on met en œuvre sans trop se soucier de la pollution que ça peut générer, puisque ben, réellement, ça n'en génère pas. Et c'est une solution qui me semble être tout à fait séduisante, et je doute fort qu'on revienne en arrière à l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas mis mon contact sur la dernière diapo, mais voilà, demandez-le moi par les questions-réponses, et j'hésiterai pas à le mettre. Merci beaucoup Antoine pour ce témoignage très inspirant. J'ai le plaisir maintenant de passer le micro à Elisabeth Quertier, chargée de médiation scientifique et culturelle au Parc zoologique de Paris pour le Muséum national d'histoire naturelle sur les dispositifs mis en place pour cette campagne. C'est à toi, Elisabeth. Je rappelle, vous pouvez poser vos questions dans le QR, le module en bas à droite de votre écran, ou si vous voulez poser directement aux intervenants vos questions, on va vous activer le micro et vous donner la parole à 11h30 pendant le temps d'échange. Donc, après toutes ces présentations, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on va proposer à notre public depuis le mois d'avril. Donc, dans le cadre de cette campagne EASA, on peut passer à la suivante. On peut passer à la diapo suivante. Ça ne veut plus non plus. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Pas Bah, on bien. t'entend et Bon. on voit défiler les diapos, mais Ah, bon, bah moi je ne les vois pas défiler, donc je ne sais pas ce que vous voyez. Bon, bah tant pis, on va faire sans images et juste pour vous présenter donc ce qu'on propose au public depuis le mois d'avril. Ça fait plusieurs années qu'on avait été à distance des campagnes EASA parce que les thématiques étaient un petit peu différentes de nos problématiques à nous et de nos espèces animales. Donc on a décidé cette année de la rejoindre parce que effectivement tous les zoos, on présente des espèces des milieux humides. Donc, c'était vraiment un lien assez facile. C'est une thématique qui nous a permis d'avoir un ancrage directement sur notre territoire, d'avoir une action sur la biodiversité locale. C'est une thématique qui étonnamment a permis de fédérer un peu plus les équipes que d'autres. Les côtés techniques, jardiniers, les jardiniers notamment du zoo ont été très intéressés par le fait de pouvoir travailler sur les milieux humides qu'on peut avoir naturellement et artificiellement dans le zoo. C'est une thématique qui nous a permis de fédérer les 3 zoos du Muséum national d'histoire naturelle, puisque au sein du muséum, on gère 3 parcs zoologiques, le zoo de Paris, la ménagerie du Jardin des Plantes et la réserve de la Haute-Touche qui est située dans l'Indre et le marinarium de Concarneau. Et on essaye toujours de trouver des synergies et ce n'est pas toujours évident. Et cette thématique-là, bah voilà, tout le monde a des espèces qui répondent aux zones humides. Donc, on a pu partir sur cette thématique en essayant de trouver des liens et des passerelles entre nos différents sites. C'est un thème qui nous a plu aussi parce qu'il lie animal, végétal, humain, écosystème, qu'il fait voyager. Donc, on a pu avoir beaucoup de thématiques, d'approches possibles qu'on a développé notamment avec le comité scientifique qui nous a encadré, qui nous a apporté une approche un petit peu différente où on a fait intervenir plus l'humain que ce qu'on le fait d'habitude. On a souvent ce côté humain en tant que menace et en tant que solution, mais là, on a essayé vraiment aussi de travailler sur comment l'humain vit et survit et utilise les zones humides depuis des milliers d'années et comment se crée une véritable interaction entre ces habitants et leur habitat.
Donc avec une approche assez écologie, avec Isabelle Leviol qui travaille au CESCO vraiment sur les migrations des oiseaux notamment, et puis une approche très sciences humaines avec 2 chercheuses spécialisées dans les mangroves, donc qui ont apporté vraiment un regard très complémentaire de ce que nous on peut avoir habituellement dans les parcs zoologiques. J'espère que vous voyez à peu près les diapos en même temps. Je ne sais pas du tout ce que vous pouvez voir. Donc, on a On voit quelques très bien, problèmes. Elisabeth. On est à la diapo voyage en milieu humide avec des Parfait. superbes dessins. C'est parfait. Donc, c'est ce qu'on a proposé cette année, c'est Voyage en milieu humide. On a dû proposer notre logo, notre titre, avant que le HASA ne propose les versions françaises. Donc, on est en un léger décalage par rapport à ça. On était déjà prêt avant que ça ne sorte, mais on a réussi à réintégrer le HASA. Et donc, cette proposition de voyage en milieux humides, elle se traduit par des nouveaux aménagements qui resteront de façon pérenne dans le parc, des nouvelles espèces qui sont arrivées, des cistudes qui ont été renforcées, elles sont sorties de leur petit vivarium pour aller dans un grand bassin à l'extérieur, et ça c'est quelque chose de vraiment profitable. Et cette thématique, elle nous permet de mettre en valeur les chidis du Péloponnèse, qui sont des poissons de 3 cm de long qu'on voit assez difficilement. Sans une thématique forte comme celle-là, c'était impossible de leur donner de la visibilité pour nos visiteurs. Donc, c'est vraiment l'intérêt de jouer sur une programmation thématique qui va nous permettre de mettre en valeur, y compris des petites espèces. Les jardiniers, je vous ai dit, ont été tout de suite très sensibles à cette thématique. Et Anthony disait tout à l'heure qu'on peut créer des zones humides sur des tout petits espaces. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Sur peut-être moins de 10 mètres carrés, ils ont créé 2 mares et une tourbière sans tourbe avec des copeaux, des écorces, différents moyens de créer un sol assez acide. Et donc, ils ont aménagé un espace qui accueille déjà des demoiselles, des larves de punaises aquatiques. Donc, ça commence à se peupler et ça a été assez rapide. Et c'est vrai que le résultat est assez impressionnant. Donc, ça nous a permis, cette thématique, de mettre en valeur des EEP qu'on avait déjà avec les rainettes aux yeux noirs, mais qui n'étaient pas des animaux qui n'étaient pas forcément présentés au public, de motiver les équipes à revaloriser certains espaces et à accueillir de nouvelles espèces comme les kilis. Donc, pas mal de pistes possibles. Et puis, on a d'autres pistes pour l'avenir aussi sur la valorisation de la faune sauvage qui utilise nos points d'eau. C'est quelque chose qu'on avait en projet depuis longtemps et cette thématique nous permet d'y réfléchir pour l'année prochaine, puisque comme c'est une campagne sur 2 ans, on va pouvoir faire durer les choses sur un peu plus longtemps. Ce qu'on a proposé au public pour montrer tout ça, ce sont des escales qui vont permettre de mettre en valeur différents milieux humides du monde. On est parti sur la notion de milieu humide plus que zone humide, parce que pour avoir une approche aussi large que possible qui colle aux espèces qu'on peut présenter aux zoos, et pouvoir notamment aussi aller vers les zones de récifs coralliens qu'on peut avoir à Madagascar. Donc, on a 7 escales à travers le zoo qui vont nous permettre, de façon imagée, en s'appuyant sur des sites Ramsar, de montrer les interactions entre les animaux, les végétaux, les humains, comme je l'ai dit tout à l'heure, de montrer des problématiques, de montrer des solutions, de montrer aussi des situations où, pour l'instant, il n'y a pas encore de solution, où la situation n'est pas encore en faveur des milieux humides, où il y a encore des questionnements, où il y a eu des mauvaises idées qui ont été mises en place, notamment dans le parc du Djoudj, où on s'est dit qu'on allait réguler les inondations. Est-ce que c'était finalement une si bonne idée que ça ? On pose aussi parfois des questions sans apporter malheureusement la bonne réponse, parce que nous, on l'a pas. Les personnes là-bas ne l'ont pas forcément non plus. Donc, c'est aussi montrer qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous restent à explorer et à savoir. Voilà. Donc, on a ces différentes escales qui sont réparties avec des éléments plus pour le jeune public, des éléments plus d'approfondissement qui sont proposés. Même si les milieux humides, ça parle à tout le monde et que tous les enfants ont déjà été au bord d'un étang, ont déjà malheureusement nourri les canards, se sont déjà plaints des moustiques, on sait aussi qu'il y a quand même des notions autour des milieux humides qui méritent d'être approfondies. Donc pour ça, on a installé 2 espaces au sein du zoo, qui est l'aquascope. En travaillant au sein du Muséum national d'histoire naturelle, on a la chance de pouvoir accéder aux collections du muséum et donc de pouvoir présenter toutes les espèces
qu'on n'a pas directement aux eaux, de pouvoir montrer aussi celles qui viennent de façon sauvage, mais qu'on ne peut pas maîtriser, toutes les libellules, toutes les demoiselles. Donc, on va pouvoir avoir ce petit focus qui nous permet d'approfondir le sujet. Et puis, le kiosque des chercheurs qui nous permet toujours de faire le lien avec ces activités de recherche, puisqu'il y a encore beaucoup à montrer sur ces espaces. Et puis évidemment, tout ça, ça ne marche pas s'il n'y a pas d'humains autour. Donc, il n'y a pas que des dispositifs en libre accès dans le zoo. On a également tout un rendez-vous sauvage qui est prévu cet été avec une programmation riche, un spectacle qui va nous permettre d'avoir une approche art-science qui est aussi un test qu'on fait aux zoos cette année sur les mangroves. Donc, ça va permettre d'avoir une autre approche des mangroves. On va avoir évidemment tout un programme d'animation thématisé, des nourrissages, des programmations, des balades dessinées, des rencontres. C'est toujours l'occasion d'avoir un temps concret parce que c'est bien beau de dire que les zones humides sont utiles, qu'elles ont plein de rôles, que chacun a une part de responsabilité, mais c'est vrai que rencontrer les chercheuses qui vont dans les mangroves, qui voient les pêcheuses d'huîtres au quotidien dans leur travail, ça change complètement le rapport et ça change complètement la manière dont on va acheter des crevettes ou pas, finalement, quand on sort de la visite. Des jeux aussi pour les enfants, parce que voilà, c'est un thème qui permet vraiment d'avoir des approches très biologie, très écologie, très, très diversifiées. On propose aussi 2 visites guidées scolaires qui ont eu un petit peu de mal à trouver leur public. On ne va pas se mentir sur les débuts d'année. On verra pour la suite comment ça va se continuer. Et puis un parcours jeu pour lier tous ces dispositifs au sein du parc et que les visiteurs puissent comprendre les enjeux et s'approprier ces différents dispositifs. Donc toute cette partie-là, c'est vraiment tout ce qui est proposé au public. Pour l'instant, ce qui va être implication du public et implication dans les programmes de conservation, ça va être justement la suite logique. On a commencé par la partie publique. On a mis en place ce que propose le HASA, c'est de participer via un inventaire, pas INPN, espèce justement, via iNaturalist. Donc ça, c'est des choses qu'on va lancer. Donc on ne peut pas encore vous donner de retour là-dessus, mais c'est ce qui va venir dans les mois à venir normalement au parc. Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cette très belle illustration de votre engagement en faveur des zones humides. Je pense que le public va être émerveillé. Les dessins sont vraiment superbes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le QR. Je vais maintenant passer le micro à mes collègues du Centre de ressources milieux humides qui vont vous détailler nos missions et objectifs. Merci beaucoup, Katia. Du coup, c'est une présentation qu'on vous fera à 3 voix. Je commencerai donc par vous présenter le centre de ressources milieu humide. Ma collègue Silena Bonomo reviendra sur les travaux en cours avec l'AFDPZ. Et puis, Denis Berlemont de l'association Ramsar France viendra pardon, sur le sujet de la prochaine édition de la Journée mondiale zone humide et comment chacun d'entre nous euh, peut y participer. Et cette présentation, bien sûr, a été faite en lien avec Katia Lombardini, notre hôte d'aujourd'hui. Alors, pour ce qui est donc du sujet des centres de ressources milieux humides. Donc le centre de ressources milieux humides, c'est un des centres de ressources milieux humides de l'OFB. Il a vocation donc à accompagner un certain nombre d'acteurs, entre autres en ayant une animation de réseau d'acteurs à l'échelle territoriale en accompagnant entre autres ces acteurs-là au niveau technique avec un certain nombre de supports que sont des webconférences, des outils divers et variés pour la gestion et la restauration des zones humides. Également, la production et la mise à disposition de ressources avec plus de 30 000 entre autres documents disponibles dans nos bases documentaires. Euh, Ça fait partie des 3 grandes missions en fin de compte que l'on retrouve dans les différents centres de ressources de l'OFB.
qui sont au nombre de 10, dont entre autres le centre de ressources espèces et exotiques envahissantes, le centre de ressources trame verte et bleue ou encore le centre de ressources milieu humide que je vous présente aujourd'hui. En termes de gouvernance du centre de ressources milieu humide, on identifie deux cercles principaux. Un cercle qui réunit entre autres les membres du centre de ressources milieu humide, que sont les différents pôles relais zones humides thématisés. Donc, Katia et Nathalie sont du pôle relais lagune méditerranéenne, par exemple. Mais vous avez également un pôle relais mare et vallée alluviale, un pôle relais tourbière, un pôle relais mare et Atlantique, Manche et mer du Nord, un pôle relais zone humide tropicale. Et puis également deux partenaires forts que sont l'association Ramsar France, Denis étant son représentant aujourd'hui, et l'Office international de l'eau euh, qui fait partie également des membres du Centre de ressources milieu humide. Ça représente à peu près une quarantaine de personnes qui ont entre 5 à 100% de leur temps sur la question de l'accompagnement des acteurs sur le sujet des zones humides. Et puis on a un deuxième cercle qui est un cercle un peu plus institutionnel. Et là, on retrouve, entre autres, un certain nombre d'acteurs territoriaux, aussi bien au niveau de bassin versant que au niveau de l'échelle régionale et une partie des acteurs de l'éducation et de l'environnement. Vous en retrouvez, certains ont été cités, comme les DREAL, entre autres certains PNR ou SEN. Ils font partie de ce réseau-là. Alors, pour vous faire un petit topo sur la partie qui est plutôt la partie animation, on va dire, euh, au niveau national, donc le premier cercle, euh, vous voyez qu'on est quand même assez répartis sur la totalité de la France en termes de localisation territoriale. Et puis, pour ce qui est des partenaires territoriaux, donc là, je vous ai mis l'accompagnement à l'échelle régionale. Euh, en particulier sur presque chaque région, on a un certain nombre de partenaires qui ont un rôle d'animation de réseau également à ces échelles-là sur le sujet de la préservation et la restauration des zones humides. Mais également, on a un certain nombre de partenaires qui sont sur un certain nombre d'axes, ce qu'on appelle grands fleuves, comme sur l'axe Rhône-Saône ou l'axe Loire, ou encore un certain nombre d'autres fleuves, type par exemple le fleuve Saône dans le nord de la France. En termes d'action, donc nous, on est lié au quatrième plan national milieu humide. Ce quatrième plan national devrait se poursuivre jusqu'en 2030. Pour ce qui est de tout ce qui est l'action d'accompagnement des acteurs dans les territoires, on a ce qu'on appelle une stratégie de communication, de sensibilisation, d'éducation et de participation sur le sujet des milieux humides qui va jusqu'à 2030 et qui donne un certain nombre d'objectifs, euh, entre autres de sensibilisation et de communication. Et puis également, on a une deuxième action du plan qui est vraiment orientée sur les grandes manifestations nationales ouvertes au grand public, comme entre autres la Journée mondiale zone humide, Fréquence de grenouille ou encore la fête de la nature, ou la fête des mares qui a lieu en ce moment. Au niveau de la stratégie de communication, l'ambition, c'est que d'ici 2030, les Français connaissent la valeur des zones humides et leur territoire et agissent pour les préserver et les restaurer. Et l'un des 18 objectifs de cette stratégie, c'est l'objectif 2, qui est de produire et diffuser des messages mettant en lumière l'intérêt de la préservation et de la restauration des zones humides, dont la coordinatrice est Katia Lombardini, donc hôte de ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Silena pour la partie dédiée à la mobilisation, entre autres, du Centre de ressources milieu humide dans la campagne Wetlands for Life au partenariat avec l'AFD-PZ. Merci beaucoup Pierre pour l'introduction. Donc là, on vous a remis en fait les objectifs de la campagne, mais que Anthony vous a présenté tout à l'heure. Mais nous, en tant que centre de ressources, on va avoir ici un objectif en fait de développer des échanges entre acteurs à l'échelle nationale et donc européenne avec le AZA.
Donc pour nous, ça va être l'idée de collaborer ensemble et en fait d'accompagner que ce soit le AZA, l'AFDPZ ou les parcs zoologiques aquariums euh, en termes de communication, de sensibilisation donc pendant cette campagne. Donc ici, on est là en fait pour vous apporter de la matière, que ce soit support ou intervention. Et donc nos cibles, vous les voyez ici, mais vous êtes dedans. Donc c'est les parcs zoologiques et aquariums européens et français et les structures d'accompagnement territorial sur les milieux humides. Pierre, je te laisse passer à la slide suivante. Merci. Donc sur l'année 2026, en tout cas, on va avoir pas mal d'événements, même s'il n'y a pas tout. Mais il y a eu déjà en mai dernier, le 21 mai dernier, l'Assemblée générale de la FDPZ, où on était présent. C'était Juliette Ballas qui est venue représenter le CDRMH et qui est venue parler donc des zones humides. On est en plein dedans, c'est le webinaire d'aujourd'hui, donc qui fait partie aussi de nos actions communes, où là, c'était vraiment l'idée de fédérer et de parler des milieux humides au sein des parcs et des aquariums. Il y a aussi à Paris, le 29 septembre, le congrès de l'EAZA, donc où nous serons présents aussi. Et puis pour finir, le 2 décembre, le colloque du Comité français de la pédagogie zoologique, où nous serons également présents. Sans oublier la journée mondiale des zones humides qui aura lieu en 2027, donc le 2 février prochain, et Denis vous en parlera plus par la suite. Donc actuellement, on a déjà échangé avec pas mal d'entre vous, donc à certains parcs, etc. Je pense particulièrement aux Zoo de Paris, à Sainte-Croix, au Muséum de Besançon et à Sigean, qui ont accepté de participer à ce webinaire. Mais on a aussi eu quelques demandes, par exemple avec le loup de Chabrière et Guéret ou encore Spécifique Zoo, où là, ça a été des demandes principalement en fait de support, donc des supports pédagogiques, ou alors des demandes d'intervenants pour aller directement sur place, ou encore des demandes de collaboration. Et ensuite, quelques zoos encore où nous sommes en échange. Et là, c'est un peu le moment pub. C'est à vous aussi, si ça vous intéresse, de venir nous contacter si vous voulez collaborer. Nous, on serait ravis d'échanger avec vous. On a un tableur rempli de ressources pédagogiques. Si tu veux passer à la suite, Pierre. Donc, on a plein de choses qu'on peut vous partager, que ce soit des rapports bibliographiques, des livrets, on a aussi des quiz, des jeux de rôle par exemple sur la législation, on a aussi la fresque des zones humides, on a des journées d'échange, on a pas mal de matière qui est déjà existante et qui va encore s'ajouter au fur et à mesure du temps. Euh, donc, on a par exemple... Oui, tu peux passer. On a par exemple la campagne du quiz, donc ça c'est quelque chose qui se passe sur LinkedIn actuellement. C'est un quiz qui est sur le site du centre de ressources, qui est déjà existant depuis pas mal d'années et qu'on a décidé de revaloriser en faisant des posts LinkedIn. Donc si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller et vous entraîner au quiz, savoir si vous êtes un petit peu à l'aise sur les zones humides. Mais en attendant, vous pouvez les retrouver sur LinkedIn. Et donc, on a décidé de s'associer avec l'AFDPZ et c'est l'une de nos premières actions. Donc, de s'afficher ensemble sur cette campagne de quiz qui traite un peu de sujets divers et variés, que ce soit prévention, innovation, histoire des hommes, écosystème, environnement et biodiversité. Il y a plein de thématiques qui sont abordées autour, en fait, des zones humides. Donc, ça, c'est l'une des premières actions. Et en 2027, on a aussi... Attends. Merci. Il y a aussi la campagne Idées reçues. Donc la campagne Idées reçues, je vous en parle rapidement. C'est une campagne qu'on a lancée. Donc on a lancé un questionnaire pour recueillir auprès des acteurs du milieu humide quelles idées reçues ou controverses ils étaient amenés à fréquenter. Donc l'idée à la fin, c'est de faire un petit peu des livrables ou des appuis en fait argumentaires de comment en fait répondre à ce genre de controverses qui sont couramment amenées en fait avec le grand public. Voilà. La deuxième action, donc c'est le webinaire d'aujourd'hui, donc qui s'était vraiment destiné aux parcs zoologiques, mais aussi aux acteurs des milieux humides, même si vous êtes principalement des parcs zoologiques. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir tous accepté de venir à ce webinaire. Et la troisième action, c'est voilà, c'est les posters, donc en fait les panneaux pédagogiques. Donc on en aurait trois principaux. Donc un sur les espèces. Donc là l'idée ça va être de présenter les espèces qui sont soumises à des projets
de renforcement des populations. Donc, je pense par exemple aux Visions d'Europe. Vous avez un petit extrait du premier panneau pédagogique sur lequel on est en train de travailler, où là, l'idée va être un petit peu de présenter ces espèces-là, présenter les parcs dans lesquels ils sont actuellement recueillis et de présenter les projets de renforcement de population. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre la lumière sur ces parcs qui accueillent cette biodiversité. Il y a aussi donc une deuxième affiche sur les bons gestes quotidiens. Donc là, on va parler un petit peu de tout ce qu'on peut faire soi-même en fait. Donc que ce soit le terreau sans tourbe ou alors les vidéos consommables, etc. Et les démarches participatives citoyennes. Il y a aussi un troisième panneau sur l'importance des zones humides. Donc là, ça va être plus général sur les zones humides, donc les sites Ramsar, les services rendus par les milieux humides et tout ce qu'on peut retrouver près de chez soi. Donc voilà pour la troisième action. Pour la quatrième action, je vais passer la parole à Denis qui va nous parler de la Journée mondiale des zones humides. Merci beaucoup. Merci Silena. Donc effectivement, quatrième action commune, c'est un gros morceau, c'est la Journée mondiale des zones humides. Donc des journées mondiales, il en existe tout un tas. On sort de toute une séquence Journée mondiale de la diversité biologique, Journée mondiale de l'environnement, etc. Mais donc les zones humides, il y a une journée mondiale aussi. C'est alors le 2 février, c'est au cœur de l'hiver, et en fait c'est la date anniversaire de la signature de la Convention de Ramsar sur les zones humides en 1971. L'objectif, cette journée mondiale, elle a été créée en 97, donc ça fera 30 ans l'année prochaine. Et donc l'objectif de cette opération créée par la Convention de Ramsar, donc c'est de sensibiliser à l'importance des zones humides dans le monde entier. Chaque année, il y a un thème qui est proposé, qui est facultatif. Et en France, on a dépassé le seuil des 1000 activités proposées sur l'ensemble du mois de février en 2025 et on continue à être au-dessus de ce seuil-là. Donc, on est sur une progression constante. J'ai mis, alors ça apparaît en petit sur l'écran là, mais j'ai mis un petit diagramme en barre. En fait, les barres, c'est le nombre d'animations recensées dans le monde et en bleu, c'est les animations qui ont été recensées juste en France. Pour vous donner une idée un peu de la place de la France dans cette opération-là au niveau mondial, ce qui est pas négligeable. Et donc, dans le cadre de cette opération Journée mondiale des humides, tous les ans, donc, il y a plein de ressources pédagogiques et de communication qui sont mises à disposition de tous les organisateurs qui souhaiteraient s'en servir. Là, vous voyez l'affiche de l'édition 2020 qui portait sur la biodiversité. Donc, voilà, donc ça, c'était l'affiche officielle de la Journée mondiale des zones humides dans le monde entier. Diapo suivante, s'il te plaît, Pierre. Donc voilà, et donc la Journée mondiale des zones humides, c'est un événement qui est bien sûr ouvert à tout le monde. Tout le monde peut organiser quelque chose dans le cadre de cette Journée mondiale, parce que au final, pour recevoir le tampon Journée mondiale des zones humides, il y a deux critères à respecter. Avoir lieu pendant la période officielle, donc comme je l'ai dit, la Journée mondiale des zones humides, c'est le 2 février, mais alors c'est un peu contre-intuitif. La Journée mondiale des zones humides en France, ça s'étale sur tout le mois de février. C'est une journée de 30, de 28 jours, plus ou moins. Et donc en fait, c'est la période officielle entre guillemets, elle démarre le samedi qui précède le 2 février pour se terminer au dernier jour du mois de février pour passer le relais à l'opération Fréquence Grenouille de la Fédération des conservateurs d'espaces naturels qui elle-même se termine plus ou moins au moment de la fête de la nature, qui vient de se terminer, et qui elle-même se termine juste avant la fête des Mars qui a lieu en ce moment. Enfin, vous voyez, il y a un enchaînement d'opérations à échelon national et dans lesquelles il est possible de s'insérer. Il est possible de s'insérer. Et le deuxième critère, donc pour Journée mondiale des zones humides, c'est parler des zones humides. Enfin voilà, et c'est tout. C'est les deux seuls critères. Après, ça peut être gratuit, ça peut être payant, ça peut être réservé à certains types de publics ou pas. Ça peut être dehors, ça peut être à l'intérieur, ça peut être en ligne aussi. On a créé cette catégorie-là pendant le Covid, donc ça peut être donc voilà des webinaires, des concours photos, des concours de dessin.
Et l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est de recenser absolument tout ce qui participe à la sensibilisation des zoonomies, quel que soit le format. Et bien sûr, il est possible de proposer des événements en partenariat avec d'autres structures, et notamment les gestionnaires d'espaces naturels qui pourraient être autour de vous. Donc voilà, et donc il y a deux endroits principaux où trouver de l'information sur la Journée mondiale des zoonomies. Il y a une plateforme qui centralise, qui recense toutes les activités de la Journée mondiale en France. C'est la plateforme J'agis pour la nature de la Fondation pour la nature et l'homme, qui est utilisable aussi en dehors de la Journée mondiale des zoonomies euh, pour les personnes que ça pourrait intéresser, et le site internet qui centralise toutes les informations et toutes les ressources de la Journée mondiale des zones humides. Donc c'est le centre de ressources milieux humides dont Pierre que Pierre vous a présenté. Donc avec une adresse simplifiée pour arriver directement dans l'espace Journée mondiale des zones humides du site. Euh, donc voilà, et donc l'édition 2027, donc j'ai remis les dates de la Journée mondiale des zones humides. Donc ce sera du 30 janvier au 28 février. Et la thématique est, alors en anglais, et vous pardonnerez mon accent, c'est Innovations in Action for Wetlands. Donc les, on peut traduire ça par les innovations en action pour les zones humides. Traduction en français encore définitive, encore à faire. Mais enfin voilà, on sera sur une thématique innovation autour des zones humides. Je sais pas encore exactement dans quel sera l'angle d'attaque adopté par le secrétariat de la Convention de Ramsar. Et de toute façon, il y a une soixantaine d'acteurs en France qui sont mobilisés autour de la Journée mondiale des zones humides et qui travaillent justement à quand c'est nécessaire, adapter les slogans et le matériel mis à disposition, les affiches, logos, etc., pour avoir quelque chose de parfaitement opérationnel et utilisable par l'ensemble des organisateurs d'animation pendant la journée mondiale. Merci beaucoup, Denis. Comme le disait Silena, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. Donc, on a tous des comptes associés sur le sujet. Et je voulais collectivement vous remercier pour votre attention et m'excuser une nouvelle fois, cette première fois pour la manière dont j'ai présenté le PowerPoint. J'ai pas pris la bonne présentation. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. C'était pas en plein écran, mais c'était très clair quand même, hein. Il n'y a pas de souci. Et voilà, le temps des échanges. Donc, merci d'avoir déjà posé vos questions dans le module QR. Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez reçu vos réponses. Vous pouvez aussi lever la main si vous désirez, souhaiter revenir sur des questions. On va vous activer le micro. Je vois qu'il y a une question dans le chat pour Pierre, donc de la part de Aude Elouine Desmoulins. La carte structure d'accompagnement indique en cours pour l'Île-de-France. Est-il possible d'avoir des précisions à ce sujet, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup pour cette question. En fin de compte, à l'heure actuelle, il existe déjà un certain nombre d'acteurs avec lesquels on est en contact sur les secteurs d'Île-de-France, mais même Pays de Loire, hein, qui était marqué en cours de définition, mais pas obligatoirement d'animation régionalisée, on va dire, avec une structure ou un consortium de structures en charge de l'animation des acteurs sur le sujet milieu humide ou zone humide à l'échelle régionale. Et à l'heure actuelle, on a des discussions avec, entre autres, l'Agence de l'eau, l'ADRIEAT pour ce secteur-là, la Direction régionale de l'OFB et la région sur voilà, des premières réflexions sur qu'est-ce qui pourrait être envisagé en termes d'animation à l'échelle régionale. Voilà. Mais vous inquiétez pas, on a quand même des contacts sur ces secteurs-là avec un certain nombre de structures moteurs sur le sujet des milieux humides.
Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que vous avez des questions que vous souhaitez? C'est le moment. En fait, ce webinaire était surtout, l'objectif était aussi d'avoir une temps d'échange après les interventions qui étaient très très claires. Mais peut-être que vous avez encore des questions. On va vous renvoyer, je les ai mis dans le chat, dans le QR, les adresses mail donc qui ont été demandées de Silena, de Pierre et de Denis. Est-ce que tout était clair? Est-ce que quelqu'un souhaite poser directement la question? Des questions? Même parmi les intervenants, Denis? Et ouais, bah en fait, j'avais une question. Alors, je remets ma casquette Ramsar France là pour le coup, pour poser cette question-là à Antoine et Anthony. Parce que du coup, ça a pas été, ça a pas, ça a pas, le mot a pas été prononcé pendant les présentations. Est-ce que vous savez, vous êtes conscient que vous êtes, pour Anthony, à proximité immédiate et pour Antoine, carrément dedans, un site Ramsar, hein. Oui, 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 on le sait, ouais. Ah Ok. ben, on le sait aussi, on collabore pas mal. On participe aussi aux journées Ramsar avec le domaine de l'Indre, donc c'est des sujets qu'on connaît Ok. bien et une partie des étangs du parc sont effectivement en site Ramsar. Peut-être, Denis, pour tout le monde, tu peux rapidement expliquer qu'est-ce que c'est un site Ramsar? Ouais, bah, donc un site Ramsar, c'est la terminologie officielle, c'est zone humide d'importance internationale. Et donc en fait, comme son nom l'indique, c'est une zone humide qui, par l'obtention d'un ou plusieurs des 9 critères définis par la Convention de Ramsar, revêt une importance internationale, donc soit pour la valeur de ses habitats, soit pour sa capacité à accueillir des populations. Alors au départ, c'était les oiseaux d'eau. Maintenant, il y a aussi dans les critères, il y a aussi les populations, des critères sur les populations de poissons et autres espèces des milieux humides. Et donc en fait, ce sont des sites. Donc voilà, il y a une liste de 9 critères. Si il y a un critère qui est coché, ça suffit à être à pouvoir prétendre à la labellisation. Après, les critères étant ce qu'ils sont, quand il y en a un, en général, il y en a facilement 2 ou 3 autres qui vont avec. Donc en France, il y a 57 sites Ramsar labellisés à l'heure actuelle. Il y en a un 58e qui est dans les tuyaux et qui devrait sortir d'ici l'automne, être labellisé d'ici l'automne. Et donc sur les 57, bientôt 58, il y en a pour l'instant 12 en Outre-mer. Donc voilà, donc notamment, enfin voilà, tout le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe, ou le Marais de Caux en Guyane. J'ai vu que c'était une des escales du parcours au MNA, aux eaux de Paris. Donc voilà, avec la Brenne aussi, qui est un des sites Ramsar dans l'Hexagone. Mais on essaiera de le mettre en valeur à l'avenir. Je m'excuse de ne pas l'avoir dit pendant la présentation. Il n'y a pas Merci de souci. beaucoup, Denis. Alors, il y a une question dans le QR. Bonjour, alors c'est une question de la part, pardon, du responsable pédagogique du Zoo de Lyon pour Elisabeth Quertier. Comment pensez-vous mettre en valeur l'appli e-naturaliste dans vos activités? Pensez-vous à une activité dédiée autour de l'appli ou plutôt s'en servir comme un support complémentaire des visites ou ateliers? C'est vraiment la réflexion qu'on a en ce moment, justement, parce que c'est toujours compliqué, ça, de faire utiliser les applications au cours de la visite. Pour l'instant, on incite juste à l'utiliser. Nous, en plus, on a l'ambiguïté, c'est que étant muséum, ben, on aime mieux utiliser INPN Espèce, même s'il y a eu quelques soucis avec la cyberattaque pour la disponibilité. Mais c'est quelque chose qu'on réfléchit. On va sans doute créer une activité dédiée parce qu'on voit qu'elle part pas du tout. Pour l'instant, les visiteurs, ils ne le font pas. Les utilisateurs, le HASA a créé des comptes pour tous les zoos pour pouvoir avoir un
c'est pas un compte, mais en tout cas un projet zone humide. Mais voilà, nous, les utilisateurs qui l'utilisent, c'est hors du zoo. Et on essaye de voir justement comment faire ça et on va faire une activité probablement. Merci beaucoup, Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui veulent lever la main ou si vous ne pouvez pas lever la main, vous pouvez directement dans le module QR, dans questions et réponses, demander à avoir le micro. On va vous le passer, vous l'activez pour vous. Tout était clair, j'imagine. Si vous n'avez pas de questions, on peut terminer cette rencontre. Dans tous les cas, vous avez toujours la possibilité de nous contacter par mail, de vous poser, de digérer ces interventions, d'y réfléchir, de revenir vers nous avec vos questions. Nous serons ravis d'y répondre. Voilà, nous terminons cette rencontre. Donc, nous tenons à remercier vivement nos intervenants qui ont accepté de prendre du temps pour être avec nous ce matin, du temps pour préparer leur présentation. C'était très riche, nous en sommes ravis. Merci beaucoup. Nous remercions aussi Cécile Erny de l'Association française des parcs zoologiques qui a largement contribué au développement et à l'enrichissement de cette belle collaboration que nous sommes heureux de poursuivre ensemble. Puis enfin, bien sûr, enfin, nous remercions les participants qui aussi ont joué le jeu de rester connectés et attentifs pendant 2 heures. Nous espérons que ces échanges vous auront apporté des réponses concrètes, que ce webinaire vous donnera des clés pour avancer dans vos projets. Et s'il n'y a pas de questions... Ah, j'en vois une. Alors, le mail de Silena et de Denis dans le chat. Je vais le mettre tout de suite. Silena, tu peux le mettre directement? Merci beaucoup. Et Denis aussi. Alors, par curiosité, combien il y avait de participants? Alors, on a eu Nathalie, environ 80 participants. En fait, on avait 105 inscrits et participants effectifs. Nathalie, Je crois qu'on est monté à 74. 74, 75, j'ai vu peut-être. Voilà. Mais je vais vous dire au revoir et merci à tout le monde et bonne fin de journée.